Nous allons vous parler du théâtre et plus précisément de la comédie, de la tragédie au XVIIe siècle et enfin du classicisme. Nous allons commencer par présenter les origines du théâtre. Tout d'abord, il faut savoir d'où vient le mot théâtre. D'après son étymologie, ce mot vient du grec théatron, puis devient ensuite en latin théatrun, ce qui signifie lieu où l'on regarde. Ce mot désignant un lieu de représentation vient aussi du verbe grec théamé, qui signifie regarder, contempler. Maintenant, nous allons parler des circonstances des représentations théâtrales. Les acteurs sont 3 au maximum. Seul le protagoniste, le premier rôle, est célèbre. Les 2 autres ont des rôles secondaires et restent en retrait. Les costumes sont riches, matelassés et voyants pour être faciles à voir de loin. De plus, les acteurs portent des chaussures à semelles hautes que l'on appelle les cothurnes pour leur donner une présence plus grande. L'utilisation du masque permet aux acteurs de jouer les rôles féminins, car aucune femme ne pouvait avoir de rôle, mais aussi de jouer plusieurs rôles puisqu'il n'y a que 3 acteurs, mais plus de 3 personnages. Le théâtre porte une fonction importante dans l'Antiquité. Il est considéré comme un service public obligatoire. Il fait partie intégrante de la vie de la cité. C'est une cérémonie qui rassemble toute la communauté, du plus riche au plus pauvre. Comme toutes les manifestations antiques, le théâtre grec a une forte composante religieuse. Le théâtre grec et le théâtre romain sont différents. Nous allons donc les comparer. Le théâtre romain comporte un mur de scène alors que le théâtre grec n'en a pas. Voici 2 photos avec quelques explications. La première photo de ce théâtre se situe à Épidore, en Grèce. C'est l'un des monuments les plus importants de la Grèce antique. Les gradins sont faits de calcaire gris, presque tout d'origine. Le creux forme l'ensemble des sièges des spectateurs. Il se développe en un demi-cercle de 55 rangées de gradins. La capacité du théâtre est de 12 000 spectateurs. Ce théâtre romain se trouve à Orange, dans le sud de la France. Le mur de scène a gardé sa hauteur initiale, qui est de 37 mètres. Le mur était richement décoré de plaques de marbre multicolores, de statues dans des niches, de frises et de colonnes. Ce mur de scène est organisé en 3 niveaux. Au centre du premier niveau s'ouvre la porte royale, étant réservée aux acteurs principaux. La niche centrale abrite la statue impériale d'Auguste, qui est de 3,55 mètres de haut. Plus étroites, les portes latérales, dites hospitalières, servaient au jeu de scène des acteurs. Les 2e et 3e niveaux sont seulement décoratifs. À présent, nous allons dire ce qu'est la foire Saint-Germain. La foire Saint-Germain a été établie sous Louis XI à la fin du XIVe siècle dans le quartier Saint-Germain-des-Prés, situé à Paris. Sous la demande de ce roi, les abbés de Saint-Germain ont construit cette foire qui est l'événement annuel du quartier, du XVe siècle jusqu'au XVIIIe siècle. Elle se tient entre février et Pâques et attire des marchands qui viennent souvent de loin. La foire Saint-Germain alterne avec la foire Saint-Laurent, son aînée. De nos jours, la foire Saint-Germain a été remplacée par les marchés. C'est avant tout un lieu de commerce où l'on vend des produits de luxe comme des draps, des bijoux, de la porcelaine. Mais on trouve aussi des produits courants, des jouets, des meubles. La foire est aussi un lieu d'animation et de divertissement, avec des pièces de théâtre, des montreurs d'animaux, des danseurs de cordes, des marionnettistes. C'est un lieu galant où se mêlent les Parisiens de toute origine ainsi que les étrangers. Au Moyen Âge, les comédies sont jouées lors des foires sur la place du marché, lieu idéal pour les représentations théâtrales. Le public
peut déambuler autour des acteurs pour suivre le déroulement de la scène qui se joue au centre, où sont dressés les tréteaux. On appelle ce spectacle populaire le théâtre de tréteaux parce que la scène est installée sur des tréteaux. C'est de là que vient l'expression planter ses tréteaux qui signifie s'installer pour donner un spectacle. Nous présentons maintenant un genre de théâtre, la commedia dell'arte. La commedia dell'arte est un genre de théâtre comique, une comédie improvisée italienne apparue vers 1500. Les comédiens improvisent à partir d'un scénario dirigeant le jeu de l'acteur appelé canevas. Les acteurs inventent des dialogues, des farces, des plaisanteries selon les désirs et les réactions du public. Leur jeu repose surtout sur les gestes. Les personnages sont fixes et reconnaissables par leurs costumes et leurs masques, à l'exception des rôles amoureux qui ne portent pas de masque. Seuls des comédiens professionnels peuvent avoir un rôle et souvent l'artiste joue le même personnage toute sa vie. Enfin, les acteurs ont à leur disposition les lazzi, qui étaient dans un premier temps des pitreries comme des culbutes et devinrent par la suite des plaisanteries improvisées, les scènes burlesques que mettent en place les acteurs, et enfin les tirades qui sont de longs monologues que récite un personnage sans être interrompu. Cette forme théâtrale a inspiré les plus grands dramaturges français tels que Molière et Marivaux. La commedia dell'arte se développe en Italie au XVIe siècle. Elle provient d'une longue et vieille tradition latine. Tout d'abord la pantomime, qui est le jeu d'un acteur ne s'exprimant que par les gestes et les mimiques, mais également par les atelanes, farce du théâtre latin qui, dans la Rome antique, devint un divertissement populaire. Les comédiens, ne pouvant pratiquer les rites de la religion sur scène, l'excommunication, forment alors des troupes vagabondes. Ces nomades dressent leurs tréteaux dans différentes villes, sur les foires ou les places publiques. Ainsi, le divertissement populaire tue la représentation religieuse et fait place à la comédie improvisée. Les personnages de la commedia dell'arte, comme dit précédemment, sont bien reconnaissables grâce à leurs costumes, leurs masques et leurs caractères stéréotypés. On distingue 9 personnages principaux. Pantalon, un marchand avare de Venise, le docteur, un médecin venant de Bologne, le capitaine, un soldat fanfaron, Scaramouche, le valet d'un petit seigneur, Pierrot, un valet naïf d'origine française, Brigella, un valet rusé, Colombine, une femme de chambre, Arlequin, un valet fantasque, Polichinelle, un valet fourbe, et les amoureux qui ont particularité de ne pas porter de masque. Qui est Scaramouche ? Nous allons le découvrir tout de suite. Personnage de la comédie italienne, Scaramouche, toujours vêtu de noir, se prétend prince, marquis, seigneur. En réalité, c'est le valet d'un petit seigneur. Il est capable d'accomplir de véritables exploits. Le nom de Scaramouche est inséparable de celui de l'acteur Tiberio Fiorilli, qui, le premier, donna à ce personnage sa popularité et ses caractéristiques. Fiorilli étant un acteur italien de la commedia dell'arte du XVIIe siècle. Molière puise son inspiration dans la commedia dell'arte et voue une grande admiration pour Tiberio Fiorilli, un de ses amis. Il ne manque donc pas de reproduire non seulement son style, mais aussi certaines de ses farces. Au cours du XVIIe siècle, Fiorilli partagea avec la troupe de Molière le théâtre du Petit Bourbon et le théâtre du Palais-Royal.
Nous allons voir et présenter le classicisme. Le classicisme est un mouvement culturel et littéraire qui se développe en France dans la seconde moitié du XVIIe siècle, de 1660 à 1680, sous le règne de Louis XIV. Il est défini par un ensemble de valeurs et de critères. Ce courant, s'opposant au baroque, cherche la perfection par l'ordre et l'équilibre et l'idéal de l'honnête homme. Les artistes classiques veulent montrer le reflet d'une beauté universelle, atteindre une langue pure et claire, plaire et instruire le public en s'inspirant d'œuvres antiques. Plusieurs règles fondamentales leur sont propres. Tout d'abord, la règle de la vraisemblance. Ce qui est représenté ou raconté doit être réaliste, sembler vrai. Ensuite, la règle de la bienséance. Ne pas montrer ce qui pourrait choquer. Et enfin, la règle des 3 unités qui ne s'applique qu'au théâtre, avec la règle de l'action, du temps et du lieu. Le baroque, reflétant dans son mouvement l'instabilité, le classicisme est tout le contraire. Le classicisme se développe dans une période où la France est stable au niveau religieux, politique et économique. Ce courant reflète donc cette stabilité. L'architecture classique française est le résultat de l'admiration et de l'inspiration de l'Antiquité. Elle est littéralement en opposition avec l'architecture baroque. Par exemple, le château de Versailles représente bien le classicisme. Louis XIV, roi de France, crée l'Académie de France afin que les artistes prennent comme modèle les œuvres de l'Antiquité. En peinture, l'italien Annibale Carracci, s'inspirant de la haute Renaissance italienne, est à l'origine du mouvement et est une source d'inspiration pour les peintres classiques. Pour la sculpture, l'artiste recherche aussi les formes parfaites et s'inspire toujours d'œuvres antiques. François Girardon, sculpteur du roi, va décorer les jardins de Versailles de grandes statues. La querelle oppose 2 courants littéraires en France. Les classiques ou les anciens, comprenant Boileau, Racine, La Bruyère, La Fontaine et Madame Dacier, imitent des auteurs de l'Antiquité avec l'idée de la perfection artistique. Ils invoquent le génie des écrivains antiques pour expliquer qu'ils doivent rester des modèles dans la pratique des arts. Les modernes, comprenant Perrault, Quinault, Saint-Évremont, Fontenelle et Oudard de la Motte, affirment au contraire qu'il faut innover en représentant le siècle d'aujourd'hui de Louis XIV. Ils critiquent donc l'Antiquité en raison du progrès des techniques et des sciences. Le 27 janvier 1687, Perrault, grand écrivain français du XVIIe siècle, déclenche l'opposition lorsqu'il présente à l'Académie française son poème « Le siècle de Louis le Grand », dans lequel il cite l'époque de Louis XIV comme idéale. Éprouvant un sentiment de colère, Boileau attaque. Par la suite, une polémique enfle sur ces 2 modèles esthétiques opposés. Le 30 août 1694, les 2 parties se réconcilient. Perrault et Boileau s'embrassent en public à l'Académie française. La querelle rebondit en 1713 au sujet de la nouvelle traduction d'Homère, faite par Oudard de la Motte qui ne connaissait pas le grec. Voici maintenant un tableau où l'on a comparé la comédie et la tragédie, 2 choses s'opposant totalement.